Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge avec un film inédit. Ils furent accros à l'héroïne, à l'alcool ou aux médicaments. Pour la première fois, ces hommes et ces femmes dépendants racontent leur long combat pour en sortir. Ils ont entre 25 et 75 ans, sont issus de tous les milieux sociaux mais ont pour point commun d'avoir, avec l'aide de soignants, décidé un jour de choisir la vie plutôt que la mort. Vous allez voir, ces hommes et ces femmes racontent cette guerre intime, violente, longue, face caméra, en regardant la caméra même, comme on se regarde dans un miroir. Voici Addiction, vivre sans, un film de Karine Dufour. À tout à l'heure. Précisément, la dernière fois où je me suis injecté de l'héroïne, je m'en souviens très bien, c'était à Belleville, à la Veilleuse. Et j'étais dans les chiottes et j'arrivais pas à trouver mes veines, parce qu'à la fin, je n'arrivais plus à trouver mes veines. Ça faisait longtemps que j'arrivais plus à trouver mes veines. Donc il y avait du sang partout. J'ai réussi à me l'injecter en intramusculaire. C'est l'horreur totale, quoi. C'était l'échec, même dans la prise du produit, même dans la consommation. J'y arrivais plus, quoi. Ça marchait plus. Je travaillais dans un restaurant où il y avait beaucoup d'alcool et je me cachais sur mon lieu de travail pour boire. Les derniers souvenirs vraiment glauques que j'ai, dont je me rappelle, c'est que le matin, quand je me levais, j'étais incapable de me mettre debout. Et j'avais tellement de tremblements parce que ne serait-ce que quelques heures sans alcool, ça me déclenchait des symptômes de sevrage. Et en fait, j'étais tellement complètement imbibée d'alcool et en même temps déjà en manque dès le matin quand je me réveillais, que si je n'avais pas déjà une première dose d'alcool, je pouvais pas me mettre debout, j'avais pas de force, quoi. J'étais vraiment arrivée physiquement au bout. Ça allait pas du tout, hein. Je savais que là j'étais arrivée au bout de quelque chose et que j'allais y laisser ma peau ou ma vie en ayant une vie de merde. Et j'entamais le processus d'arrêter psychologiquement. Et là j'ai eu l'opportunité de prendre de l'opium. Donc j'ai pris de l'opium, ça a été le dernier truc lourd que j'ai pris. La dernière fois était assez violente. C'était la fête de la musique. Et puis j'avais mon petit pochon de cocaïne sur moi. Je me suis tapé le pochon en entier pendant toute la soirée. Et puis je suis rentrée aux aurores vers 6 h du matin. Et je n'ai pas pu sortir de mon lit pendant 3 jours. J'étais à la limite de l'envie de mourir, où je me sentais rien et j'ai l'impression que mon existence sur Terre n'avait aucune valeur. Je remettais vraiment tout en question sur qui je suis, quoi. Monsieur, bonjour. C'est mon premier rendez-vous. Ouais, pour une première fois. Je galère vraiment à me lever si tôt, enfin pour venir si tôt. Bah, c'est bien, une bonne Du démarche. coup, j'ai fait plusieurs essais, donc voilà, je suis aujourd'hui. Venez, rapprochez-vous si vous voulez. On va prendre juste votre pièce d'identité, votre carte vitale. Service docteur à l'accueil, bonjour. C'est pour une première consultation? Oui. Alors c'est sans rendez-vous, tous les matins du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h. Au revoir. Alors, vous n'êtes jamais venu sur Sainte-Anne, non? Et du coup, le motif de votre demande? C'est voir un psy d'abord, enfin, un addictologue et ou un psy. Et puis voilà.
Ce serait pour arrêter vos consommations, diminuer. Oui. Mhm. C'est l'ecstasy que vous consommez principalement? Bah, principalement, c'est des opiacés. Trop de cocaïne en ce moment, mais j'ai plus de thunes, donc c'est très bien. Je fume du crack à l'occasion, mais c'est très rare. Et je fume trop de pétards et je bois trop de bière. Je prends du tramadol, du Valium, du Sub, je prends de la coke, de l'AMD à l'occasion, Nexta, enfin je sais pas, je prends trop de trucs quoi. Par contre la coke ça me fait vriller tellement en mode spleen que je me scarifie comme un ado quoi. J'ai 32 piges putain. Vous avez déjà fait des tentatives de suicide? Aussi complet. Bah depuis que ma mère est partie, je serai pas avec ma copine, je serai plus là carrément, je vous le dis. Elle me quitte demain, je me bute. Hein. Ah je reste pas ici. C'est pas mon monde ici, j'aime pas. C'est une discussion que je pourrais avoir avec le médecin. Bon ben c'est bon pour nous. Et D'accord. on va vous orienter vers un médecin. Merci. Merci à vous. Bonjour. Allez-y, entrez. Merci. Alors, donc moi, je suis le docteur Gonzalez, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Je commençais à... Enfin je suis assez impatient, je... Ah ouais. Et pourquoi vous avez commencé à prendre du Subutex? Parce que j'habitais à Barbès, et mon père qui habitait à Barbès, qui me faisait fumer des pets, donc je commençais, bah, je voulais suivre l'exemple paternel, j'avais 12 piges, je veux dire, non, à cet âge-là, on suit l'exemple des parents, donc comme il me montrait, bah, il faut se défoncer, moi je sortais du métro tous les jours, on me proposait Subscan, un moment gueulant sur le mec, je lui ai dit, mais c'est quoi ton sub de merde là, et je lui ai acheté une plaquette à 10 balles, et j'ai kiffé sa race, et voilà. Ils ont de me dire ce qu'ils veulent, ça défonce, hein. Le moral, ça va comment? Je sais pas, Vous savez pas? non j'en sais rien, Comment vous faites pour pas savoir comment ça va moralement? je sais pas. Vous êtes triste? Je sais pas. Je crois. Je pense, a priori. Ça serait étonnant que je le sois pas, en fait. Vous avez l'air un peu perdu, j'ai l'impression. Je suis complètement paumé. Ouais. Pourquoi je viendrais ici, sinon? Bah ouais. Je n'étais plus moi, je n'étais plus heureuse. J'étais vraiment une douleur qui se déplace, fatiguée, triste. Vraiment, la tristesse, c'est quelque chose qui m'a suivie pendant les dernières années de consommation de cocaïne. Je commençais à comprendre que voilà, la drogue avait pris le dessus, que je ne gérais plus du tout et qu'il fallait que j'arrête, tout simplement. C'était ou la mort ou je m'en sors. Mais comment je m'en sors? La question, elle était là. Et il y a toujours un truc qui te fait y revenir parce que t'as de la bonne volonté au début, mais très très vite, c'est physique. Ça reprend. Et je vais en reprendre un petit peu parce que c'est une souffrance. Au bout d'un moment, le produit a pris le dessus, tout simplement. Alors comment faire pour lui donner moins d'importance? Là a été tout mon travail, en fait. J'ai essayé évidemment d'arrêter toute seule, j'ai planqué l'héroïne qui me restait. Je m'étais juré de ne pas en retaper avant le lendemain. Résultat, là il était 8h du mat quand je me suis réveillée de mon overdose, couverte de vomi, à plat ventre, la gueule dans la moquette. À midi, j'étais déjà en train de retaper une trace. J'étais incapable de me raisonner. Je prenais de plus en plus conscience de mon impuissance face à la drogue. Moi, à l'époque, tu m'en mettais sous le nez, c'était pas possible. Pendant des années, je me disais, je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je peux plus travailler. Et effectivement, si j'avais arrêté, je n'aurais plus pu travailler. Mais sauf qu'à la fin, même avec des produits, je pouvais pas travailler de toute façon. Même avec de l'héroïne le matin, je pouvais pas aller bosser. Non. J'en avais besoin tout le temps. Toutes les 2-3 heures, il me fallait quelque chose. Et donc là, je sais que je sens bien que j'ai perdu ma liberté, quoi. Je me bats, putain, mais merde, vous voyez pas que je suis en train de tomber? Je suis fatiguée en fait. J'étais pas comme ça. J'en ai marre là, j'en ai plus rien à foutre de rien. Qu'est-ce que vous voulez du coup? Plus rien. C'est tout. En plus là je suis en manque. Je suis en manque quoi. Le motif un peu de votre demande aujourd'hui, c'est quoi? Addiction, polyaddiction. Ouais, c'est pour arrêter? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous consommez? Alcool, cannabis. D'accord. Internet. Internet. Oui. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes
accro à Internet. Qu'est-ce qui vous fait dire Les sites de sexe. Ouais. Je peux passer 15 jours sans le faire, mais quand je le fais, je m'arrête pas de tout le week-end. Si je m'ennuie, que je suis seul, même chercher la solitude pour aller sur Internet. Et ça fait combien de temps un petit peu que vous vous êtes rendu compte qu'à Internet, vous y passez beaucoup de temps 17 ans. 17 ans? Ouais. Ok. Ça fait 10 ans que j'essaye par tous les moyens d'arrêter toutes les consommations. D'accord, vous avez mis beaucoup de choses en place et ça n'a jamais trop marché? Non. Ok, bon. Oui, ça peut marcher, mais à mois, 2 mois, 3 mois. Mais à la fin, c'est tellement facile de s'abonner aux addictions que... C'est qui vous a dit ça, que vous êtes addict au cannabis? Moi-même et les gens autour de moi. Ouais, parce que là, il y a vos parents, là, vous venez de vous-même ou c'est eux qui vous poussent un petit peu? Ils ont pris le rendez-vous. Ouais. Après, moi, si j'avais pas voulu venir, je serais pas venu du tout. Et du coup, au niveau du cannabis, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Ouais. Ça veut dire du cannabis, j'en vois plus que du lait, que des légumes, tu vois. Vrai. Mais il y a plus de mecs qui vendent du shit que de mecs qui vendent je sais pas, autre chose. Donc en vrai, j'en trouve sans même... J'ai 0 € dans la poche, je vais en trouver. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi super facile, c'est mes fréquentations, c'est ça. Et il faut pas se mentir, moi j'aime bien fumer. Vous avez commencé à quel âge à fumer? À 15 ans, 16 ans. Je fume toujours parce que déjà c'est devenu une habitude et c'est même plus un plaisir genre en soi. C'est une habitude avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'aimerais réduire parce que moi je le vois que des fois j'enchaîne un après l'autre genre. En général, tous les gens qui arrivent la première fois, ils me disent tous je veux le réduire, je veux contrôler, je veux fumer moins. D'accord. Mais ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Le problème, c'est que l'addiction, c'est un peu justement la maladie de la perte de contrôle, quoi. C'est l'impossibilité de contrôler le comportement. Je me sens pas bien, quoi, il y a des fois. Après, toxicomane, c'est une maladie, donc... Ouais, mais enfin... Alors effectivement, c'est un peu particulier comme maladie, mais ça J'étais reste... pas malade au départ. Hein. Bah non, vous n'étiez pas malade, mais d'ailleurs, vous auriez bien aimé ne pas rester malade et pouvoir continuer à consommer sans perdre le contrôle, je pense. Enfin, c'est un peu le rêve de tous les consommateurs. Je me rappelle la première fois que j'ai pris de l'héroïne. J'étais parti de chez moi, j'avais 16 ans. J'avais des parents, je supportais plus l'ambiance à la maison, ils m'ont émancipé. J'étais livré à moi-même, j'étais plus ou moins dans la rue. Je fréquentais un endroit où j'ai rencontré des gens qui prenaient de l'héros. C'est avec eux que j'ai pris de l'héros la première fois. C'était moi qui payais, on avait acheté de l'héros. Le mec m'a injecté de l'héros dans ce bras-là, je me souviens très bien. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais ce truc-là, c'est la montagne sacrée, quoi. C'est absolument magique. D'un seul coup, le monde apparaissait comme un endroit merveilleux, quoi, avec de l'héros. J'ai été rempli, tu vois. Ça m'a rempli, ça m'a calmé comme un antidépresseur, si tu veux. Tu vois, ça m'a tout de suite... j'avais plus de tension, plus de pression. Je me retrouvais, j'aimais presque le monde entier autour de moi. Le monde cessait d'être un environnement hostile. Au début, ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, au début en tout cas. À la fin, c'est chiant, quoi, parce qu'il se passe rien de nouveau. C'est tout le temps le même truc. En gros, c'est se lever le matin, dire comment je vais faire aujourd'hui pour en trouver, comment je vais trouver de la thune. Même si j'ai de la thune, comment je vais trouver un mec qui en a et qui en a de la bonne. Après, une fois que j'ai trouvé le mec, il faut que je trouve l'endroit où le prendre. Il faut pas que je me fasse prendre par les flics. Tout le temps, il y a cette pression de il faut pas que les flics m'attrapent. J'avais plus de logement, j'avais plus de copines, je pouvais plus travailler, j'avais plus de relations sociales, j'avais plus de relations avec mes parents. J'avais un appartement, je l'avais perdu. Ouais, j'avais plus rien. Donc c'est la meilleure étape pour arrêter, c'est plus rien. Parce que là, vous n'arrivez pas à arrêter? Il y a vraiment des hauts, des bas, et puis je fais de plus en plus des crises
Ça tous les matins. Donc obligé de descendre, prendre une petite bière. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si vous l'avez pas? Vous tremblez? Ouais. Je raconte pas des bêtises. Non, mais je vous crois, mais s'il n'y avait pas les tremblements, qu'est-ce qu'il y aurait? C'est juste pour calmer les tremblements que vous buvez de l'alcool? Oui. Ouais. Et donc c'est quelle quantité par jour? C'est une bière, 2 bières? C'est quoi? Non, on était, rappelez-vous, j'étais à 2-3 litres facile. Ouais, là, je suis à 1 litre, 1 litre et demi, vous voyez. Et comment on fait du coup? Donc je suis parti pour l'hospitalisation. Ouais. Qu'est-ce que vous m'aconseiillez vraiment? Est-ce que vous avez toujours envie d'arrêter? Vous voyez avec 0 alcool, on est d'accord que l'objectif c'est de ne plus boire du tout? Ouais. Vous vous sentez prêt? Ouais. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que pendant l'hospitalisation, vous serez enfermé entre guillemets. Enfin, on n'attache pas les gens, hein, c'est des soins libres. Vous serez hospitalisé, il n'y aura pas d'alcool. Voilà. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est comment vous êtes une fois que vous êtes sorti d'hospitalisation. Non, j'ai pris la décision, parce que c'est le mieux pour moi et pour tout le monde. Bah, je pense que pour vous, déjà, c'est le mieux, effectivement. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a un moment, voilà, on enlève les signes de manque, on fait le sevrage et puis on voit après. J'ai toujours grandi dans un environnement où il y avait de la consommation, que ce soit de la marijuana, de l'alcool, d'autres choses. Enfin, ça a toujours été, ça a fait partie de mon quotidien depuis toute petite. Ma mère était vraiment tombée dans l'alcool à ce moment-là. Elle a toujours fumé énormément de cannabis, en prenant l'excuse de sa sclérose en plaques, en disant oui, c'est thérapeutique, etc. Mais elle avait un gros terrain de dépendance. Et moi, j'avais 11 ans et demi, 12 ans, et quand je rentrais, soit je la mettais au lit parce qu'elle était ivre, soit elle était fatiguée, elle allait se coucher. Et puis très souvent, avant que moi j'aille me coucher, il y avait des fonds de verre sur la table, tout simplement, et j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite j'ai augmenté, ça a été 1 verre, et puis 2, et puis après ma mère s'en est aperçue, elle m'a dit écoute, puisque tu picoles en cachette et moi aussi, on n'a qu'à prendre un verre ensemble. Et j'ai commencé à boire avec ma mère, le soir en rentrant de l'école. J'étais en 5e. Puis donc je suis partie au lycée, j'ai fait des rencontres, et puis très rapidement j'ai commencé à toucher à d'autres produits, très rapidement. C'était début des années 2000, fin 90, donc c'était les ecstasy, c'était la MDMA, le LSD, les buvards, etc. Après ça a été la cocaïne, ensuite ça a été le crack. Donc après j'ai commencé même à consommer de la cocaïne sur mon lieu de travail, de l'héroïne quand j'ai commencé l'héroïne. Et en fait j'ai découvert que c'était l'alcool le plus compliqué. En fait je me serais jamais douté qu'avec l'alcool j'allais avoir des symptômes de manque qui allaient être beaucoup plus violents que ceux que j'avais connus avec l'héroïne 10 ans auparavant. Quand j'ai essayé de me sevrer à l'alcool, j'ai voulu le faire seule. Et d'essayer de faire seule avec l'alcool, j'en avais pas conscience, mais en fait on peut mourir d'un sevrage alcoolique. Ça déclenche des crises d'épilepsie. Déjà rien que les déliriums très minces que je faisais, moi j'avais l'impression que j'allais mourir et que je devenais folle. Je voyais les murs qui se rapprochaient sur moi, j'étais incapable de prendre mon téléphone, d'appeler, enfin j'avais plus de force, je perdais du sang du nez, des oreilles, je tombais par terre, je vomissais, j'étais dans un état tel que mon corps m'appartenait plus du tout. Et c'est pas facile la vie d'addict. Bah non, ouais, je sais. On est condamné à forcément être en manque à un moment ou à un autre de notre vie, à un moment ou à un autre de l'année, et j'aimerais bien que ce soit fini ça. On se connaît pas, je suis le docteur Lucet. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous venez me voir, monsieur Nanou? Eh bien, parce que je me suis remis à fumer dur. Oui. J'ai fait 3 AVC, donc il faut que j'arrête. Votre objectif, monsieur Nanou, c'est d'arrêter net d'un coup? Oui. De prendre une décision de Parce se que faire? sinon, je sais que je n'y arriverai pas. D'accord. Alors, pour l'arrêt de la cigarette, moi, j'essaierai quand même qu'on essaye les patchs. Parce que ce qui est terrible avec le tabac,
c'est le manque physique. Oui. Ce manque-là est quand même... Je l'ai ressenti, moi, puisque donc, je me suis arrêté de fumer 3 fois. C'est vrai, au début c'est surtout assez puissant, mais c'est relativement bref. Je suis d'accord avec vous, c'est rapide. Ça passe, c'est-à-dire que si on arrive à gérer les 10 minutes, c'est exactement ça. Ça passe. C'est ce qu'on appelle le craving, c'est l'envie irrésistible de consommer. Si vous voulez, c'est un truc voilà, ça s'impose à nous, mais c'est un peu comme une angoisse en fait. C'est un espèce de pic et ça passe. Je vois. On y va. Hop. Comment ça va? Ça va. Ouais. Je suis toujours un peu en manque, mais... En manque de quoi? Je sais pas si c'est du Restera ou de la Suboxone, je sais pas. Mais ce matin, je me sentais en manque. Sur le chemin, j'étais en sueur et tout ça. Mais ce à quoi on pense pas avec les benzos, c'est que quand on est en manque, on a des bouffées de délire. On a des bouffées délirantes. Enfin, je sais pas si vous savez. Ouais, ça peut arriver, ouais. C'est vraiment... C'est fatigant, quoi. Ouais. Et là, vous vous sentez en manque de benzo? Par exemple, quand j'en prends que un le matin, un le midi, un le soir, je suis tout le temps un peu en manque. Bah ouais, mais c'est ça que je vous prescris, moi. Vous en prenez combien, du coup? Bah, j'en prends, dans ce cas, 2 le matin. Des 50? 2,50 le matin. Ouais. Ça, je me sens bien pendant un moment. Ouais. Et l'après-midi, je me sens un peu plus mal. Et le soir, j'en prends un pour me sentir bien, pour m'endormir. Ouais. C'est vrai que c'est galère. Bah ouais. Ça m'arrive d'être pas bien. Ça m'arrive, par exemple, d'avoir l'impression d'être au milieu de mon front, mais à des milliers de kilomètres derrière aussi. C'est un peu... J'ai eu du mal à... Ouais. On va être embêté, là, monsieur le maire. Ouais, je sais. Ouais, parce que comment on fait pour diminuer les benzos si vous êtes déjà en manque à la maison, ça va être compliqué. Parce que là, vous êtes en train d'installer la dépendance, donc à un moment, 3, ça va pas suffire. Et donc, si vous êtes en manque à 3, comment on va faire? Moi, je ne monterai pas au-dessus de 3, on est même en train de discuter de diminuer. On va bloquer, hein, monsieur le maire, parce que là, il faut qu'on diminue le système. En même temps, vous n'êtes pas bien. On peut essayer une semaine comme ça, et si ça va toujours pas bien, faire quelque chose. Bah ouais, mais quoi? Bah, je sais pas, m'inscrire en désintox. J'avais 19 ans. C'était chez moi. J'étais en colocation avec des amis. Il y a un des mecs qui devait avoir 35 ans. On venait de terminer de déjeuner, ça devait être un dimanche. Et puis il est parti faire une course, donc. Et donc il a ramené de la cocaïne et il a fait des lignes. Et il a passé le CD. Je me suis pris ma première trace. J'avais jamais tenté avant, je savais pas comment on aspirait ou quoi, ça s'est fait très naturellement. Et on a tapé comme ça jusqu'à peut-être 3-4 heures du matin. J'étais entourée de mes amis, je me sentais en sécurité. J'avais quitté le cocon familial et puis je me sentais grande en fait. Le corps en fait, c'est comme un vaccin, se souvient, donc réagit moins et on a besoin de plus pour essayer de retrouver en fait cette extase de la première fois qu'on ne retrouve jamais. Moi, j'ai commencé à sortir en free party, j'avais 15 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion de prendre une première fois du LSD et j'ai adoré, en fait. J'ai adoré. Voilà, donc je prends du LSD tous les week-ends, j'adore, j'ai des expériences de dingue, j'ai l'impression de faire des faisceaux de lumière avec mes bras, c'est moi qui gère toute la musique dans les teufs. Là, t'es surpu... Enfin, c'est pas s'il y a une notion du divin quelque part, le LSD, il peut te le permettre, mais dans l'autre sens aussi, parce que tu peux avoir des bad trips, hein. Moi, j'en m'en suis fait un, et c'est vrai que j'ai arrêté d'en prendre, souvent c'est comme ça quand t'arrêtes. C'est de l'hallucination, hein. J'ai vu des forces démoniaques, j'ai vu des espèces de bras qui m'attrapaient le visage, qui me crevaient les yeux. J'ai eu tout un trip où j'étais en guerre avec une espèce de... comme un démon, quoi. Enfin... Et le dernier trip, je me suis dit que j'allais devenir folle. Et j'ai lutté toute la nuit pour que l'effet se réduise en me disant... tu peux aller vers là. Là, il y a un truc, c'est en train de glisser, Jeanne. Donc, je me souviens, peut-être pendant plusieurs heures, je me suis tenue à un mur comme ça... et de sentir un truc pour pas lâcher dans mon cerveau, parce que ce jour-là, je me suis dit, je vais devenir ouf. Mon père m'avait toujours dit,
C'est toi ou le produit. À partir du moment où tu prends un produit dangereux, tôt ou tard, c'est toi qui gagne ou le produit. Il n'y a pas un peu toi et un peu le produit. Ça m'a pris toute ma jeunesse. Je ne veux pas faire de mon cas une généralité. Il y a des tas de gens, ils se sont drogués, ils ont sinon construit un empire, ils ont construit une carrière créative, ils ont fait de la musique, ils ont fait de la peinture, ils ont fait des films, ils ont eu une existence névrosée, mais avec quand même des résultats quoi, derrière, tu vois, qui laissent une trace. Moi, je laisse rien, zéro. J'ai eu un enfant donc pendant toutes ces années-là que je n'ai jamais revu. Tu vois. La mère, elle m'a sorti de sa vie, de la vie de l'enfant. Elle a déménagé, elle a changé de nom, machin et tout. Elle n'a plus jamais voulu que je revoie cet enfant. Donc tu vois, ça m'a pris ça, déjà. Moi, j'essaye de comprendre un peu comment on peut faire la balance entre le plaisir que ça vous apporte et les conséquences que ça amène. C'est un peu ça qu'on essaye de faire ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement un peu de plaisir, parce que sinon vous ne le feriez pas. Mais j'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience des conséquences. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entretien avec votre mère? Je sais pas. Bah, je sais pas, moi, elle me parlait du fait que vous consommiez en gros tous les 2-3 jours, que vous faisiez du chemsex tous les 2-3 jours. Qu'en gros, les partenaires que vous aviez avaient tendance à vous rappeler, à vous sursolliciter. Ouais. Parfois. Ouais. C'était il y a quoi, 10 jours, où vous êtes arrivé les genoux en sang, extrêmement fatigué, que vous êtes limite tombé sur le canapé. Après 24 heures d'absence, il y a de quoi inquiéter une maman. Oui, bah après, il faut que je dorme. Ouais. Faut que vous dormiez. Enfin, la syphilis que vous avez rattrapée, c'est pas trop. Bah, du coup, là, j'ai récupéré mes résultats, là, vendredi. Ouais. Tout est né. Non, il y avait d'autres petits trucs, donc du coup. Ça veut dire quoi, il y avait d'autres petits trucs? Bah. Bon, dites-moi. Il y avait un gono et un chlamydia, mais voilà. Donc du coup, j'ai pris. Du coup, vous avez pris les antibiotiques? Oui. On s'était dit ça déjà. Oui. Enfin, que vous mettez en danger physique, quand même. Enfin, avec toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Oui, il y a des antibiotiques, certes, mais la prochaine fois, on est quand même inquiet, ça peut avoir des conséquences. C'est pas juste une angine, vous voyez. C'est des bactéries, on a du mal à s'en débarrasser, ça peut créer des complications secondaires. Donc c'est pas anodin, quoi. Et ça vous gêne pas? Bah si, ça me gêne. Ouais. Le Jean vaut la chandelle, comme on dit? Je sais pas. La première fois que j'ai voulu arrêter, j'étais pas encore totalement au fond du trou. Donc c'était au mois de novembre, j'ai réussi à tenir comme ça 2 semaines et à commencer à me dire « Ah mais comment je vais faire pour passer le nouvel an ?» Les soirées n'étaient pas faciles pour moi pendant le mois de décembre parce que mes amis consommaient, ils se foutaient un peu de ma gueule. Mais bon, j'arrivais à tenir. Je passe le nouvel an sans prendre de drogue et 4 jours après, je reprends. Parce qu'en fait, je me dis, si j'ai réussi à arrêter au nouvel an, en fait, c'était très facile. Bon, allez, je vais me prendre une petite trace. Et donc, pendant les 2 années qui ont suivi, qui ont donc été atroces, ça a été le yo-yo. Où j'arrête, je reprends, encore pire, j'arrête, je reprends, encore pire. Et voilà, la consommation était de plus en plus violente, de plus en plus grande. Et mes désespoirs aussi, et l'envie d'arrêter commençait à grandir en moi. Plein de fois, tu te dis c'est la dernière fois et t'en es convaincu du plus profond de ton cœur. Tellement tu souffres au final, et c'est pour ça que tu te dis c'est la dernière fois.
Mais un niveau un peu plus bas, c'est quand tu te tapes une grosse cuite avec des amis et le lendemain, tu es tellement malade que tu dis je ne boirai plus. Et sur l'instant, ça fonctionne parce que tu es écœuré, même tu as envie de vomir, t'es pas bien. Voilà. Ben, c'est ça, puissance 10 000, quand tu as été trop loin. Et voilà, donc tu arrêtes plein de fois. J'ai rechuté encore il y a quelques jours. D'accord. J'ai une fille de 16 ans qui s'en rend compte dès que je prends de l'alcool maintenant. Donc je cache la bouteille sous le canapé. Et là, je suis sorti de cure au mois de juin, cette année. Alors j'ai tenu juillet, août, septembre. C'est pas mal déjà. Et après, voilà, parti comme en 40. Et puis... Qu'est-ce qui a fait que vous avez repris? Je m'ennuie. Initialement, pour arrêter la drogue, j'ai décidé d'arrêter avec toutes les habitudes qui étaient liées à la drogue. C'est-à-dire que même le matin de boire du café, je buvais du thé. Même voilà. J'ai changé de marque de cigarette, j'ai changé d'itinéraire en voiture. J'ai j'ai essayé de désarticuler toutes mes habitudes. Et c'est vraiment passé par déménager, bosser comme une tarée aussi, pour que ma douleur du manque ne soit plus confondue avec la douleur du manque, mais qu'elle soit confondue, je ne savais pas si c'était le manque ou de porter des matelas et de faire du travail physique lourd. J'ai mis mon cerveau en confusion par rapport à mes habitudes. Mais il y a un drame existentiel en moi qui est toujours là. De toute façon, le problème, il était là à la base. Et d'autant plus parce qu'avant, le produit te permettait de faire illusion. Ça mettait un pansement sur le truc. Alors, donc je me suis retrouvée à Juan-les-Pins pour les saisons. Et là, je suis partie dans le jeu. J'allais au casino. Beaucoup. Le casino, ça me mettait dans... Alors, pareil, tu te marginalises totalement. Tu n'es plus sérieux à ton boulot, t'es obsédé, t'es dans une obsession, t'as hâte de finir de travailler pour aller cramer ce que t'as gagné, quoi. Je me suis ruinée. Je me suis remise à avoir les mêmes mécanismes de mentir, d'avoir honte, la honte, parce que quand on est addict, on a honte. Mon banquier était au courant que j'étais joueuse, faut affronter le regard des gens, mon compagnon de l'époque, il était au courant. Ça a créé des trucs où tu mens, tu dissimules, tu dis que t'es quelque part mais t'es ailleurs. Après, tu sais que t'es un danger, il faut que tu aies le courage de te faire interdire. Voilà. Donc, j'ai arrêté le casino. Et après, je suis revenue sur Paris, donc j'ai quitté la région du Sud. Et après, je me suis mise à bien picoler quand même. Ma première overdose, je l'ai faite, j'avais 19 ans. L'héroïne, au début je la sniffais et après je me suis tellement abîmé le nez, je pouvais plus sniffer parce que mon cartilage tombait, mes cavités nasales étaient complètement défoncées, donc je pouvais plus la sniffer du tout, donc je la fumais. Et je suis passée entre les gouttes plein de fois et jusqu'à ce que je fasse ma première overdose. J'ai fait 3 overdoses très rapprochées en moins d'un mois. J'aurais pu mourir sur le sol dans mon salon ou dans mon lit et donc j'ai eu très peur et c'est la peur de mourir en fait qui m'a fait réagir et qui m'a fait en parler à cette amie qui ensuite m'a parlé de substitution et où j'ai fini moi-même par aller voir dans ce centre et où j'ai fini par supplier le médecin qui recevait les gens à ce moment-là en lui disant mais prenez-moi juste 5 minutes, faites-moi une ordonnance, me laissez pas comme ça sinon je vais y retourner quoi. Vous voulez venir? Bonjour madame, entrez. Bonjour madame, c'est la première fois que vous venez ici? Oui. Oui, et vous venez pour? Eh bien, je viens parce que mon mari, il a toujours eu tendance à boire. Et donc ça prend un niveau tout de même qui vous inquiète, parce que si vous venez en consultation, c'est que ça devient très ennuyeux. En fait, c'est moi qui ne sais pas tellement quelle attitude faut-il que j'ai. Comment vous dire? Faut-il se fâcher? Faut-il... On va voir ça. Et donc vous, votre fille vient. Bien C'est-à-dire que... sûr. Oui. Pourquoi est-ce que vous venez madame? Parce que c'est... Non, parce que j'en peux plus. Là.
Il boit depuis qu'il a 10 ans. Donc on remonte à une alcoolisation qui doit avoir 65 ans. Il a 75 ans. Voilà, donc elle a toujours couvert son alcoolisme, ou par déni, ou par amour, ou pour différentes choses. Okay. Donc oui, c'est un drame familial dans lequel on a toujours vécu. Bon. Votre fille dit que son alcool est quand même beaucoup plus ancien. Ah, mais ça a toujours été. Et beaucoup plus grave que vous n'avez l'air de le dire. Bah, je supporte. Eh ben oui. Et vous supportez depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours, madame. Et donc il faut sortir de ce piège. Il ne veut rien entendre. Il se met en colère. C'est ça, madame. On ne dit pas. C'est pas l'idée, c'est pas de le convaincre. Vous n'y arriverez pas. C'est de dire, pour moi, c'est insupportable. On lui reproche pas à quelqu'un qui boit sa dépendance à l'alcool. On lui reproche de ne pas se soigner. Le problème, il ne veut pas. Alors, évidemment, parce que par définition, quand il y a une dépendance aux substances, a priori, celui qui boit aime boire. Celui qui se drogue aime la drogue et le joueur adore jouer. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas l'hospitaliser, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas l'interner, vous ne pouvez pas l'envoyer de force voir un médecin. Par contre, vous avez le droit de lui dire, attention, il y a des choses qui sont insupportables, que moi je ne supporte plus. Voilà, c'est ça la vraie position. Moi je ne supporte plus, je ne peux pas continuer comme ça. Je me déprime, vous voyez bien madame, vous voyez bien là vous commencez à être altéré par tout ça. Vous n'êtes pas bien, ça vous donne des angoisses, ça vous démoralise. Votre fille qui vient avec vous parce qu'elle ne vous trouve pas bien. C'est terrible l'alcool. Les gens, même s'il se dit tous les matins, il se dit il faut que j'arrête de boire. Tous les matins, il se dit j'ai trop bu. Par définition, ils sont tous comme ça. Au fur et à mesure de la journée, les envies reviennent. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. C'est ça sa maladie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se soigne. Ah, il me dira, mais en quoi je te gêne? Je connais la réponse. Oui. En quoi ça te gêne? Voilà. Pour vous, c'est insupportable, point. C'est tout. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'autre. Pour moi, voir mon mari dans cet état-là, c'est insupportable. Voilà. Ce n'est pas discutable. Oh oui, c'est à moi de prendre les choses en main. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est pas vous qui allez pouvoir faire ça. C'est un travail de psychiatre et de d'addictologue. C'est pas la famille qui peut prendre en charge une histoire comme ça. Je vais le lui dire. De le dire simplement. Vous dites simplement. La cocaïne, c'était devenu un peu ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie, ma petite copine, ma chérie, celle qui comprenait en fait tous mes problèmes, qui semblait me donner une réponse sur une tristesse interne. Elle me suivait depuis 7-8 ans, donc je l'aimais vraiment, quoi. Et c'est une séparation, en fait. Et c'est décidé de se séparer d'une personne toxique. Et pour ça, il faut que je me coupe de mon cercle d'amis. Donc je décide de retourner dans le sud, chez mes parents, et de me faire un sevrage en quelque sorte, de ne pas être au contact du produit et de rester vraiment enfermée 1 mois à me focaliser sur la Lolita avant ça, 8 ans avant, comment j'étais, et à essayer de garder très intacts les souvenirs noirs de descente de cocaïne. Là où je me suis rendu compte que j'étais en guerre contre moi-même, c'est ces moments où j'étais donc seule, il faisait beau, je suis dans la maison de mes parents, j'ai tout pour être heureuse, mais en fait, j'ai une envie absolue de prendre de la cocaïne. Le seul désir que j'ai là maintenant, c'est de me prendre une petite trace là et juste pour m'évader un peu. Et c'est ces moments-là qui sont les plus durs à accepter, où on est vraiment en guerre. C'est parce que là, on doit vraiment se dire, bon,
Pourquoi j'en ai envie? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de m'échapper maintenant? Quel est le souci, Lolita? Et je me parlais intérieurement. Et moi, je me disais à chaque fois, attends demain. Et voici ce craving est toujours là. Forcément, le lendemain, il n'y était pas. Je suis tombée sur un téléfilm qui parlait de l'histoire de 2 personnes qui avaient monté des groupes de parole pour les personnes alcooliques. Et j'étais ébahie là-dedans et je me disais putain mais c'est génial ça, 2 mecs qui s'entraident à pas boire, ils se rendent compte qu'en fait à 2 ils arrivent à ne pas boire. Mais que quand ils sont tout seuls ça fonctionne pas, ils n'arrivent pas à garder la raison et du coup ils se remettent à picoler, etc. Et j'ai commencé à taper sur internet et j'ai regardé et j'ai juste tapé groupe de parole pour toxicomanes. J'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone, donc j'ai appelé. Et j'ai laissé un message en me disant, voilà, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans, je sais pas du tout qui vous êtes, ni à qui je m'adresse. Mais en tout cas, je suis en train d'arrêter un traitement de méthadone, j'ai très peur, je me sens hyper fragile, hyper vulnérable. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Mais je savais même pas à qui je parlais, quoi. Et donc, il y a un mec qui me rappelle en me disant, bah écoute, effectivement, il y a un groupe de parole pas très loin, et puis on est quelques personnes à y participer, et puis si tu veux, il y a une personne qui habite dans le même patelin que toi, qui peut passer te prendre en voiture et t'emmener. Et je me dis, mais c'est incroyable ce truc, enfin, on m'envoie quelqu'un que je connais pas en voiture et tout ça. Et je me dis, putain, mais t'as rien à perdre en fait, donc fais-le. Et donc je dis, ok. C'est la première fois que j'entendais des gens s'exprimer sur la maladie de la dépendance. Et je me suis dit, donc, la dépendance est une maladie. Ça m'a soulagée. J'ai eu un espèce de... Ah ouais, c'est une maladie, quoi. Donc je me suis accrochée, j'ai continué à y aller et j'ai réussi à arrêter vraiment tous les produits qui modifiaient mon comportement. Toute ma vie, je reproduisais les solutions qui étaient proposées sur le marché, c'est-à-dire les cures de désintoxication, en gros, les psychothérapies, tout ça. Sauf que ça marchait pas. Je me rappelle vraiment, j'avais posé cette question à une de mes thérapeutes, je dis mais montre-moi, est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent? Parce que en fait, au fond de moi, je me disais, si ça se trouve, personne n'arrête. Si personne n'arrête, c'est pas la peine que je me fasse chier à essayer d'arrêter. Si personne n'y est arrivé, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais. Mais il se trouve qu'à un moment, j'ai rencontré une solution, j'ai rencontré un groupe de gens, une communauté thérapeutique de gens qui avaient arrêté. Et donc là, voilà, j'ai pris la porte de sortie parce que ça crée un choc, quoi. Je me dis, tu vois, s'ils ont arrêté, pourquoi moi je pourrais pas? J'ai qu'à faire comme eux, quoi. C'est pas des athlètes, c'est pas des gens qui se sont préparés pendant des années, qui ont fait des études, c'est des gens lambda. Il y avait des gens qui avaient arrêté depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et pour les plus vieux, quelques années. J'ai été entouré 24 heures sur 24. Je me disais, putain, d'où je pars, ça va être long. Hein. Mais bon. Après, j'ai entendu les phrases qu'il fallait que j'entende, du style, si ça va être long, commence le plus tôt possible, parce que, tu vois, ça sera pas moins long si t'attends, quoi. Bon, moi, j'ai entendu tous les trucs qu'il fallait entendre et que j'ai capté, qui servent de moteur pour pousser quelqu'un. Tu sais, dans les avions, là, pour les mecs qui sautent en parachute, il y a un mec qui dit go, hein. Il y a un mec qui les pousse, qui dit go. Et ce mec-là, il a un rôle primordial, parce que c'est lui qui déclenche le truc. Bon, bah, dans un groupe, il y a ça, et des mecs qui disent go, il y en a... il y en a 30, 40. Et ils se disent go eux-mêmes aussi. Un jour après un jour après un jour après un jour, au bout d'un moment, ça fabrique une amorce d'éloignement des produits. J'ai plus de problème avec les flics, les dealers, les psys, les avocats, les juges. Tu vois, tout ça, c'était fini, quoi.
Donc je me suis dit, mon job, là, mon boulot, c'est juste de consolider mon abstinence et de traverser la rive pour arriver de l'autre côté, quoi. Vous avez toujours bonne mine, non? On sait pourquoi. Hein. Ça arrête l'alcool total. Enfin, moi, je me sens hyper bien. Hyper bien, hyper bien. Donc, je suis content. Donc quand je vous demande si ça va? Ça va très bien. Ouais. Ça va très bien. J'ai traversé un moment difficile. Oui. C'était la vieillesse, c'était la retraite, c'était ceci, l'ambiance au bureau, qui ont fait que je déprimais et je buvais. Oui. Non mais ça, on est d'accord. Donc maintenant que ça va mieux. Alors ça va mieux dans le bureau. Oui. J'ai accepté le fait de partir à la retraite. Oui. Est-ce que on ne peut pas envisager d'avoir une consommation comme tout chacun? Je pense que bon, vous buvez, non, de temps en temps, voilà. Comme tout le monde, mais comme tout le monde. J'aurais voulu avoir un comportement comme tout le monde. Mais notre travail, c'est de vous faire comprendre que c'est pas tant la normalité qu'on attend, c'est un équilibre qu'on recherche chez vous. Et que c'est vrai que pendant 8 mois, l'équilibre, l'abstinence, c'était plutôt un bon équilibre pour vous. Exactement, oui, non, mais je suis conscient, je vais mieux, voilà. Mais je pense que c'est tout le travail qu'on a fait ensemble n'est pas vain. Enfin, ensemble, je dis tous les soignants autour de vous. Oui. C'est que je pense aussi que vous appréhendez mieux la problématique de l'alcool. Exactement. Là où on gagne, c'est que quand ça dérape, on travaille ensemble pour faire ensemble que ça dérape moins. Et voilà, quand vous dites la normalité, je pense que c'est surtout être dans quelque chose où il y a le moins de conséquences négatives possibles. Maintenant, je trouve, s'il n'y a pas de conséquences négatives à ça, faites au mieux. D'accord, oui. Pour la première fois, on m'a demandé ce que je voulais boire. Et j'ai dit, en tant qu'ancienne alcoolique, j'ai dit, moi je bois de l'eau. Vous l'avez dit comme ça en tant qu'ancienne alcoolique? Oui. C'est la première fois que vous dites ça comme ça? Oui, complètement. C'était une manière d'un peu d'asseoir les choses? Oui, de dire, maintenant ça va, vous arrêtez de me demander ce que je bois. C'était un bon évaluateur de là où j'en étais, en fait. Parfait. Alors à dans 2 semaines. Oui. Continuez comme ça. Je suis très fière de vous. Merci. Là, je vais fêter 7 ans. 7 ans d'abstinence. 7 ans que j'ai rien mis du tout dans mon corps. J'ai consommé des produits pendant 16 ans. Donc ça va pas partir du jour au lendemain, c'est évident. Et la première année, ça a été la pire et en même temps, ça a été la meilleure. Parce que je ressentais quelque chose en moi qui naissait, que je découvrais. C'était même pas redécouvrir, c'était... J'étais pas sous l'emprise d'un produit, rien n'accentuait ou ne diminuait cette émotion-là et je la ressentais profondément et j'avais vraiment une sensation de vie mais très forte et qui m'était agréable. Les 2 premières années ont été très difficiles, psychologiquement et physiquement, ça a été très très difficile. Ensuite, comme je me faisais chier, je tournais en rond, il n'y avait rien qui m'intéressait. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'ai jamais eu cette idée-là, mais en fait, maintenant je prends plus d'héroïne, je peux franchir les frontières, j'ai plus besoin de produits, je suis plus attaché avec un boulet au pied, je peux me déplacer dans mon environnement comme j'ai envie, quoi. Et commencer à explorer un peu, comme les enfants, à partir d'un certain âge, se mettent à explorer à 4 pattes leur environnement. Bon, moi, c'était pas à 4 pattes, mais c'était un peu le même processus. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais aller en Inde. Voilà. Et pas pour des raisons mystiques, hein, parce que c'était pas cher. Moi, j'aimais être défoncée, j'aimais ne pas être là. Aujourd'hui, je déteste être défoncée, mais même trop boire, même mes amis s'en rendent compte, c'est que, je te dis, je vais boire avec grand plaisir 1 ou 2 verres de vin, mais pour le plaisir du goût, mais je n'ai plus le plaisir de l'ivresse. Ça ne me rend plus, je n'aime plus être dans un état de non-maîtrise.
Mais avant, j'avais besoin de ne pas maîtriser. Tellement ma vie, c'était l'enfer à la base, en fait, tout simplement. Je n'aimais pas ma vie. Et il a fallu que je trouve mon mode à moi, et qui est le mien, qui est propre à moi, et que les addictions m'ont permis de trouver au final, par creuser, racler le fond, me casser les dents, rayer le plancher avec mes ongles, tu vois, toutes ces souffrances-là, quoi. Ça a grincé longtemps, quoi. Et aujourd'hui, je peux dire que ça grince plus. J'aime la vie. Moi, j'ai une nature addicte, voilà. Je le sais maintenant, donc je fais attention. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne serai jamais sortie d'affaire. Après, ça s'est atténué et j'ai développé des addictions non toxiques pour moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis addict à la nature. Je suis addict au calme. Ça s'appellera plus addiction dans ce cas-là. Ça s'appellera développement personnel. Jeanne, elle fait de la méditation, c'est super. Elle fait des balades dans la campagne. Mais j'ai remplacé mes addictions par ça, hein, faut pas rêver. Hein. Par les câlins avec mes chats, par manger, faire de la bonne petite cuisine. J'ai remplacé. Voilà, petit à petit. J'essaie d'avoir des addictions bénéfiques, puisque de toute façon, j'ai besoin d'avoir des addictions. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Je vis sans drogue, ça marche bien, ça me manque pas. C'est pas un frein à mon développement, c'est pas un frein à ma créativité, tout ça. Ah, c'est beau là. Waouh. Putain, avec le soleil là, waouh. Je prends rien parce que j'ai un tempérament addictif. Je le sais dans d'autres domaines. Je le sais, comment c'est avec le sexe, la nourriture. Quand j'aime un truc, j'ai envie de recommencer. Je n'ai aucune preuve scientifique que si je buvais un verre... De toute façon, je pense que c'est pareil. Si je bois un verre, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Mais comme il ne va pas se passer grand-chose, c'est évident que puisqu'il ne se passe pas grand-chose, parce que moi, je vois avec la bouffe, j'ai déjà fait des régimes, alors ça marche très bien et tout. Et un jour, je mange des frites, et je me dis, bon, tu vois, ça va, écoute, j'ai mangé des frites, j'ai pas pris... mais invariablement, je me retrouve au bout de 3 mois à manger des frites tous les jours. Donc, et puis honnêtement, ça me manque pas de pas fumer de joint, de pas... Le seul truc qui est dérangeant, c'est l'alcool. Parce que dans un monde social où l'alcool est une source de joie, le fait d'être coupé de ça, sur le plan social, ouais, c'est un peu gênant. La maladie de la dépendance, c'est pas parce que j'arrête de consommer des produits qu'elle est plus là. Et c'est ça qui est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas dépendant, qui n'est pas malade dépendant, qui n'est pas malade alcoolique, c'est que c'est pas parce qu'on arrête de consommer de l'alcool ou qu'on arrête de consommer des drogues que la maladie n'agit plus. La maladie, elle cherche à m'isoler, à me refaire consommer et à me faire mourir. Des fois, je me réveille le matin, elle est réveillée avant moi et c'est compliqué. Hein. Elle peut me raconter tout un tas de « tu vaux pas la peine, tu mérites pas, tu ci, tu ça ». Donc, il faut savoir aussi mettre les choses en place pour inverser la vapeur et dire « bah non, je continue à chaque jour faire un petit truc qui va me rapprocher de ce que je veux faire ». Voilà, aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un de super, j'ai envie d'être maman, on a des projets. C'est continuer à aller vers ce que je me souhaite pour faire taire le petit singe qui est sur mon épaule et qui des fois me rappelle à l'ordre, souvent même. Mais je suis persuadée que si je mets la moitié de l'énergie que je mettais à consommer, mais dans ma nouvelle vie, aujourd'hui, il n'y a pas de chose impossible en fait. La vie clean, sans drogue, c'est une vie où les couleurs réapparaissent. Toutes les couleurs réapparaissent.
tout réapparaît. Les relations sociales, le travail, le sexe, le fait de refaire des études, d'avoir des enfants. Quand je vois de la cocaïne, aujourd'hui je suis assez forte pour ne pas en vouloir, mais parce que j'ai vraiment réussi à faire cette mémoire en moi des moments néfastes. J'accepte mon passé, j'accepte ma vie, et donc je n'ai plus rien à fuir. En 2010, j'ai décidé de me lancer dans le vin. Donc j'ai fait une école d'agronomie à Montpellier et je suis devenue sommelière. Donc je me suis installée il y a 1 an et j'ai acheté une parcelle. Et puis je suis devenue vigneronne. Là où je me sens le mieux aujourd'hui, c'est dans mes vignes. Je me sens vraiment en osmose totale avec cette nature. Alors c'est marrant parce que si on me revoit 7 ans en arrière à faire la fête à Paris, les paillettes, tout ça, on n'aurait absolument pas idée que je puisse être entre les vignes et que j'embrasse mes vignes. Depuis que j'ai passé le chiffre des 3 ans, ça me semble énorme, quoi. Les 4 ans, 5 ans, 6 ans d'arrêt de cocaïne, quand je vais dire un jour 20 ans, peut-être que ça me paraîtra comme un souvenir lointain, adolescent. Oui, j'ai tellement l'impression d'avoir dépassé un cap qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, quoi. Et surtout, je m'amuse en fait dans ma vie sans ça. J'ai réappris à m'amuser sans ça, donc je vois pas la raison pour laquelle j'en prendrais, quoi. Ça m'intéresse plus. Mais c'est bien, hein. Tellement merdique.